INA, podcast. Le service militaire va-t-il faire en France son grand retour ? Apparemment, oui. Emmanuel Macron l'a confirmé fin novembre, après l'arrêt du SNU, du service national universel en septembre. Un nouveau service national militaire va donc être créé dès 2026. Ce service sera volontaire. Il devrait accueillir l'année prochaine entre 2000 et 3000 jeunes. Pour autant, il interroge. Pourquoi ressusciter le service militaire ? À quoi ressemblera-t-il ? Faut-il y voir un signal inquiétant dans le contexte géopolitique que l'on connaît actuellement ? Tout ça, on en parle avec vous. Aude Leroy, bonjour. Bonjour. Grand reporter, spécialiste des questions de défense. Et vous, Maxime Launay, bonjour. Bonjour. Historien, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. L'un et l'autre, le retour du service militaire, il fallait s'y attendre. Ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux ? Moi, je dirais oui et non. C'est un vieux débat et qui était dans les tuyaux depuis quelques mois. Et on va développer tout ça avec vous parce qu'effectivement, il pose pas mal de questions. Mais on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le service militaire, certains s'en souviennent, d'autres ne l'ont pas connu. Alors à quoi ça ressemblait en France il y a quelques décennies ? Immersion dans une caserne en 1980. Jour J, pour quelques centaines de jeunes à travers la France, ils découvrent aujourd'hui la caserne dans laquelle ils vont passer un an. Au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand, l'incorporation commence. Premier contact avec le service militaire que l'on pourrait diviser en 3 périodes. Cette première journée donc, les 2 mois de classe et les 10 derniers mois en unité. À l'époque, on appelle ça la conscription, un service national militaire obligatoire pour les hommes, créé en France en 1798 sous Napoléon et qui commence toujours comme ça. Ils reçoivent tout de suite l'insigne du régiment et leur première solde, 315 francs. Un petit encouragement avant de passer chez le coiffeur, des coiffeuses en l'occurrence au 92e, puisque les demoiselles de l'école de coiffure de Clermont viennent tous les 2 mois réaliser la première coupe des appelés. Un moyen d'accomplir dans un sourire cette opération attendue avec appréhension, mais aussi d'éviter une trop longue attente avant de poursuivre la chaîne et de mettre le cap sur un autre poste, l'infirmerie en l'occurrence. Viendra ensuite la distribution du pactage. Là, l'appelé va recevoir les vêtements et accessoires qu'il devra conserver pendant 1 an. Un service, d'accord, mais pourquoi faire ? Réponse d'un encadrant. Vous allez voir un diaposon vous représentant les différentes phases de votre incorporation et de votre service national. Vous allez recevoir une formation de combattant individuel, donc un entraînement à la marche progressive bien sûr, de 8, 10, 15 km, qui seront acheminés pour arriver à un exercice de synthèse dit fourragère. Et mise en application. Élève gradé Fournier, 92e régiment d'infanterie, 12e compagnie, section du lieutenant Pouce, à vous ordre, mon lieutenant. Élève gradé Vigouroux, 92e régiment d'infanterie, 12e compagnie, section du lieutenant Pouce, à vous ordre, mon lieutenant. Mettez vos repos. Bien, vous êtes en ambiance combat, vous êtes déplacé en tête de patrouille et vous arrivez au point où nous sommes. Votre chef de patrouille vous dit « Vous allez effectuer un déplacement jusqu'à l'arbre en boule qui se situe dans la direction de Montbras à environ 250 mètres. » Des exercices militaires, une vie en caserne, soit, mais dans quel but ? Écoutez ce colonel. Je pense que c'est une année enrichissante dans leur vie. D'une part sur le plan militaire, bien sûr, puisqu'ils sont là pour ça. Et là, vraiment, on apprend à faire des combattants rapidement, des gens capables de tenir leur place s'il y avait un combat à mener. Et sur le plan personnel, c'est une année très riche en contacts, car évidemment, il y a un brassage de tous les milieux. Il y a une vie collective qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et je pense que sur le plan camaraderie, vous savez, les camarades qu'on se fait à 20 ans dans un régiment sont ceux qu'on garde pour la vie. Et oui, à l'époque, tous les jeunes hommes font leur service militaire, même les stars, comme Johnny Hallyday. Écoutez, archives de 1964. Pour moi, tous les garçons de 20 ans doivent faire leur service militaire. Enfin, en tout cas, c'est une bonne expérience. Tu vois, moi, je te jure, j'ai appris des choses à l'armée que
Si je n'y avais pas été, jamais je ne les aurais apprises. Tout le monde était très sympa au début, mais enfin, au début, on me regardait quand même un peu comme, je sais pas moi, un être venu de Mars, tu vois, un peu. Mais ça a duré une semaine, et puis après, on est devenus copains avec tout le monde, et puis, tu sais, on sympathise beaucoup plus vite à l'armée qu'en général dans la vie. Tout le monde fait son service, oui. Enfin, à la fin des années 80, c'est plus vraiment le cas. Il y a ceux qui simulent la folie pour se faire réformer, et puis il y a les pistonnés. 20 000 exemptés pour raisons sociales, 99 000 pour raisons médicales. En France, chaque année, donc, un homme sur 4 n'accomplit pas son service militaire. Un service de moins en moins égalitaire, où les passe-droits, le piston et les interventions occultes éloignent ceux qui en bénéficient d'une affectation lointaine et contraignante. Un exemple parmi tant d'autres. Les élèves des grandes écoles, chefs d'entreprise et décideurs de demain, qui échappent pour beaucoup au service militaire, ne reçoivent aucune formation sur les questions de défense. Si bien que dans les années 90, après la chute du mur et la fin de la guerre froide, le débat monte en France. Faut-il mettre fin au service militaire obligatoire ? Une partie de la classe politique y est favorable, comme l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing en 1991. Je ne crois pas que nous allions dans la bonne direction. La bonne direction, c'est une vraie réflexion sur la réorganisation de notre système de défense. Et cette réorganisation doit nous conduire à choisir, comme d'ailleurs les grands pays concernés, une armée professionnelle, une armée de volontaires. C'est-à-dire des jeunes qui souscrivent à un contrat d'engagement pour 4 ans ou pour 6 ans pour servir dans nos forces, contrat qui peut être renouvelé et qui s'assortit d'une formation professionnelle. En 1996, le débat a fait son chemin. Et l'opinion est plutôt claire. Grosso modo, tout le monde s'accorde à dire que le service n'est plus utile ni militairement, ni pour les appelés. Sujet de France 2, écoutez, en janvier 96. C'est un service qu'on doit faire, mais sans plus. Faut le faire, donc on le fait. Vous faites quoi dans le civil, vous Métallier soudeur. Et là, vous avez progressé à l'armée ou pas Non, pas du tout. Là. Je suis pas du tout dans mon métier, là. Qu'est-ce que vous allez faire, là ? Là, on va aller faire un tour d'hélicoptère. On va débarquer, puis on va attaquer une ferme et on va rentrer. Certes, on apprend parfois les techniques guerrières pendant son service militaire. Mais est-ce encore bien utile lorsque l'on sait que de toute façon, la loi interdit d'envoyer les appelés au combat, sauf en temps de guerre, mais il faut bien les occuper pendant 10 mois. Résultat, en mai 96, le président Jacques Chirac annonce la fin du service militaire. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997 et qu'il cède la place à des volontariats, tout en maintenant le principe d'un rendez-vous entre la nation et sa jeunesse. Ce rendez-vous, ce sera la journée d'appel à la défense, désormais journée défense et citoyenneté. En parallèle, le président Macron crée en 2019 le SNU, le Service National Universel, un service civil volontaire destiné aux 15-17 ans pour encourager la cohésion nationale et l'engagement. Mais en septembre 2025, le SNU disparaît sur décision du gouvernement qui annonce la création prochaine d'un service militaire volontaire. Information confirmée par Emmanuel Macron fin novembre, ce nouveau service national devrait accueillir entre 2000 et 3000 jeunes dès 2026. Soit. Mais pourquoi ressusciter le service militaire ? Sera-t-il similaire à celui que nos aînés ont connu ? Faut-il y voir un signal d'alarme dans un contexte géopolitique tendu ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Aude Leroy, et vous, Maxime Launay. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient de l'entendre, Aude Leroy ? Je trouve que ça résume tout à fait l'histoire du service national. Juste une précision, de mémoire, il a été suspendu, il n'a pas été... Effectivement, voilà. C'est une très bonne remarque. La loi le précise, il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. C'est amusant parce qu'effectivement, on pense qu'il a été supprimé, pas du tout, il a été suspendu.
Oui, c'est une nuance importante. Oui, je trouve que votre sujet montre bien comment sont intriqués le contexte stratégique avec les questions intérieures. Et on voit bien qu'à la fois, il y a un diagnostic de l'évolution du paysage géopolitique. Et donc, le service national est adapté à cela. Et en même temps, c'est un vrai sujet de société parce que ça concerne des centaines de milliers de jeunes hommes à l'époque. Et donc aussi leurs familles, leurs proches. Donc, c'était aussi un sujet de société. Oui, c'est une part de l'histoire de France assez récente. Est-ce qu'on peut peut-être compléter et bien expliquer pourquoi le service militaire obligatoire est arrêté à partir de 1997. Si on arrête le service militaire, je crois que c'est aussi parce qu'on souhaite muter, on l'a un petit peu entendu, vers une armée de métiers, c'est-à-dire une armée de professionnels. Les conflits à l'époque se passent de plus en plus sur des terrains extérieurs lointains, en Afrique ou ailleurs. Le matériel est aussi de plus en plus sophistiqué. Bref, l'armée de conscrits, le service militaire en soi, on nous dit, n'a plus vraiment de sens. Et en plus, il coûte très cher à l'État. C'est ça, Maxime Launay? Il faut bien rappeler que le service militaire, devenu ensuite service national dans les années 60, en fait, a une durée de vie d'un peu moins d'un siècle. C'est-à-dire il a été créé en 1905 dans sa version vraiment universelle, entre parenthèses masculine, parce que ce n'était que les jeunes hommes. Oui, parce que j'ai cité Napoléon en 1798, mais à l'époque, le service militaire, ça durait des années, je crois. Enfin, c'était complètement différent. C'était pas du tout pour la majorité des jeunes hommes. Il y avait toute une série de systèmes qui permettaient notamment aux bourgeois, aux aristocrates de l'éviter. Donc la période universelle, c'est jusqu'en 1997. Et pourquoi on change à ce moment-là de modèle? Parce que tout simplement, la guerre a changé. Elle n'est plus celle du début du XXe siècle. C'est une guerre de haute technologie. Et donc la masse, qui est celle de la masse des hommes, compte beaucoup moins à ce moment-là. On estime qu'il faut d'abord des spécialistes, des jeunes hommes formés aux hautes technologies. Par ailleurs, entre-temps, depuis le début de la guerre froide, il y a eu la dissuasion nucléaire qui a été acquise par la France. Et donc tout ça a largement changé la donne stratégique. C'est l'une des raisons, pas l'unique raison, mais l'une des raisons pour lesquelles on veut passer à une armée de professionnels. J'ai parlé de l'argent aussi, ça coûtait cher. On a entendu en 1996 cette archive, aujourd'hui, on va aller faire un tour en hélicoptère pour attaquer une ferme. Bon, je ne sais pas combien coûte l'heure de vol en hélicoptère, mais je veux dire, tout ça coûtait de l'argent. Ça a été un argument aussi qui a été mis sur la table? Alors attention, une armée professionnelle coûte plus cher qu'une armée de conscrits. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment un défi avec cette idée de créer un service national volontaire. Alors certes, volontaire, ça veut dire un dispositif moins nombreux en effectif, mais tout de même, si à la fois on garde cette armée de professionnels, parce que les volontaires, il faut les payer, il faut les attirer à soi. Donc par rapport à un marché du travail, il faut avoir une bonne paye, une bonne solde, disons. Si on met une feuille en plus, qui est une feuille de volontariat pour des jeunes, ça veut dire qu'on revient à une armée mixte. Et là, pour le coup, en termes de coût, finalement, c'est assez ambitieux, je dirais. Alors qu'on ne se méprenne pas, on l'a dit, c'est pas le retour du service militaire obligatoire, mais bien la création d'un service volontaire. Est-ce qu'on a déjà, Aude Leroy, quelques informations sur ce à quoi il va ressembler? Comment est-ce que ça va se passer? Alors, d'après les premières déclarations, c'est un engagement donc volontaire pour 80% pour les 18-19 ans. Ça suspend Parcoursup et qu'ils pourront retrouver à la sortie. Ça doit durer 10 mois. C'est-à-dire que ça ne doit pas les pénaliser dans leur poursuite d'études. Exactement, ce sera même peut-être valorisé en fonction de ce qu'ils font. Donc il y a un mois de classe où ils apprennent le minimum militaire, la discipline, ils perçoivent un uniforme, ils ont une solde de 800 € par mois, ils ont un équipement. Et puis après, en fait, ils seront versés dans les 3 armées, terre, air, mer. Je sais qu'il y a 1800 postes dans l'armée de terre pour l'année prochaine et 600 et 600 pour la marine et l'armée de l'air et de l'espace. Et là, en fonction, en fait, le but de ce service, c'est de soulager les forces d'active pour les libérer d'un certain nombre de tâches. Je pense par exemple à Sentinelle. L'opération Sentinelle, ouais. Voilà, les patrouilles. Je pense par exemple à des opérations de mécanos, d'infirmiers, etc. Et puis, pour les plus âgés, là, ce sera 20% qui seront jusqu'à 25 ans concernés volontairement. Et là, ce sont des métiers de spécialistes. Ça peut être des ingénieurs, ça peut être des data scientists, ça peut être des métiers pointus, en fait, dont manque l'armée aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller chercher des profils qui n'ont pas, de séduire des profils qu'ils n'auraient pas aujourd'hui dans leurs effectifs, c'est ça? Absolument, oui. Pourquoi, alors je comprends ce point, ça répond en partie à ma question, pourquoi créer un nouveau service militaire volontaire? Parce que je veux dire, le message est fort, surtout dans le climat géopolitique actuel, très tendu. On le sait, le chef d'état-major des armées qui dit se préparer à un choc avec la Russie d'ici 3-4 ans. Le président de la République qui justifie ce nouveau service national en évoquant, je cite, « ce monde incertain où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent, l'accélération des crises, le durcissement des menaces », ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Ça fait un peu, voire complètement, Français, maintenant on se prépare à la guerre, quoi.
Oui, il y a deux choses. Il y a à la fois le contexte stratégique qui a évolué depuis 2022, en réalité depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et ensuite, il y a des enjeux de ressources humaines propres aux armées. Et les deux vont de pair. S'agissant du contexte stratégique, quel est le scénario auquel les armées se préparent aujourd'hui ? Personne n'espère qu'il n'advienne, mais c'est le scénario auquel elles se préparent. C'est l'idée que la Russie pourrait continuer à pousser son avantage sur le flanc Est, cette fois-ci non plus en Ukraine, mais sur un pays de l'Union européenne, par exemple un pays balte. Dans ce cadre-là, une coalition otanienne ou européenne pourrait se mettre en place, solidaire avec ce pays attaqué. Et là, qui quitterait le territoire national ? Ce sont les professionnels. Et donc, qui, pendant ce temps-là, va garder le territoire national ? Et donc, l'idée, c'est d'avoir des forces, et vous le disiez très bien à l'instant, c'est-à-dire protéger le territoire contre des sabotages, contre des tentatives d'assassinat, contre des attaques sur des infrastructures civiles et ou militaires, par des attaques de drones, par exemple. Tout ça, ça suppose quand même de la surveillance et donc un savoir-faire combattant minimal. Alors, je comprends, il y a effectivement un enjeu de recruter pour attirer les jeunes, peut-être pour les encourager à s'engager à plus long terme. Néanmoins, je m'interroge parce qu'il se trouve que j'en parlais dans le studio il y a quelques semaines avec un universitaire d'Assas, Laurent Trigeau, sur un autre sujet concernant le budget de la défense. Lui-même est réserviste et il me disait, en ce moment, l'armée n'a pas trop de soucis à recruter, c'est vrai ? Absolument. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment de doute, je dirais, en 2023, où là, il y a eu vraiment une pénurie de soldats. Et on observait que c'était vrai pour beaucoup d'autres pays en Europe et d'ailleurs par-delà le monde. Les choses vont un peu mieux aujourd'hui, mais je mettrais comme une nuance, c'est que entre le moment où on recrute et le moment où on garde, il y a une différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème des armées, c'est de fidéliser. Une fois que le volontaire a fini son premier contrat, souvent ces derniers quittent l'armée. Et donc l'enjeu. Donc là, en l'occurrence, au bout de 10 mois, il partirait. Le risque, et voilà. De toute façon, le service national volontaire, c'est un temps limité. L'idée n'est pas nécessairement de faire carrière. Oui. La principale ambition, me semble-t-il, c'est pour ça que je parlais d'enjeux de ressources humaines. Certes, ceux qui le voudront pourront rejoindre l'armée d'active, et à mon avis, il y aura des vocations qui arriveront. Mais l'enjeu, c'est surtout d'atteindre l'objectif assez ambitieux d'augmenter le nombre de réservistes. Et c'est là, en fait, l'idée, c'est de verser tous ces volontaires dans la réserve dans les années qui viennent. Oui, puis il y a aussi une anticipation, parce qu'on va avoir un creux démographique dans quelques années. On fait moins d'enfants en ce moment. Oui, et donc il y aura forcément moins de volontaires, enfin moins de gens qui vont se présenter pour s'engager pour 5 ans ou pour la vie. Et donc c'est important, et le chef d'état-major de l'armée de terre dit bien qu'il y a un besoin de masse. Il faut de la masse. Et ça, c'est vraiment très important d'anticiper ce creux qui va arriver. Sur les objectifs de service national, je crois que c'est de toucher 10 000 jeunes par an en 2030 et même 50 000 jeunes d'ici 2035. Alors bon, vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que c'est réalisable, ces chiffres ? C'est réalisable. Et puis en plus, l'idée, c'est qu'après, soit ils s'engagent, soit ils basculent dans la réserve et ils sont disponibles 5 jours par an pendant 5 ans. Donc ça vient grossir aussi les réserves, puisqu'il y a 2 ans ou 3 ans, Sébastien Lecornu, qui était ministre des Armées, parlait avec le feu vert du président de la République, d'un réserviste pour 2 d'actifs. D'accord. Emmanuel Macron a annoncé que le Parlement pourra, en cas de crise majeure, autoriser de faire appel à d'autres jeunes au-delà des volontaires. Ça veut dire qu'en cas de conflit armé, voire de guerre officielle avec une puissance étrangère, le gouvernement, l'État, se réserve le droit d'une mobilisation obligatoire. Ça sonne très 14-18, finalement. Et malgré notre armée de métier, depuis 1914, rien n'a changé ? Alors, en fait, ça a toujours été dans notre droit. Et donc, c'est vrai en 2025, c'était vrai il y a 25 ans, c'était vrai il y a 50 ans. La mobilisation générale est une possibilité prévue par la Constitution. Et elle a effectivement été activée 2 fois dans notre histoire, en 1914 et en 1939. Pour autant, on n'est vraiment pas sur ce scénario-là aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de danger immédiat d'invasion du territoire national. La crainte, c'est plutôt une attaque de l'Union européenne. Oui, mais quand on entend le chef d'état-major des armées, quand on entend Emmanuel Macron, ça sonne peut-être ça plane dans les esprits. Oui, mais il faut réveiller les Français, en fait. Tout, c'est pas fait par hasard, tout ça. Donc, tout est, à mon sens, organisé pour justement arriver à cette annonce de service national volontaire. Mais parce qu'il faut que les Français prennent conscience un peu du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça va coûter combien ? On le sait. On sait que le budget de la défense est, je crois, le 3e budget de l'État. Il devrait augmenter significativement dans les prochaines années. Emmanuel Macron disait, je crois que ce nouveau service national militaire volontaire, c'est quoi ? C'est 2 milliards d'euros, c'est ça ? 2,3 milliards de 2026 à 2030, dont 1,4 milliard pour rénover les infrastructures, parce qu'il n'y a plus grand-chose.
C'est beaucoup d'argent. Ça devrait être validé, donc, Maxime Launay, par les parlementaires? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois, Emmanuel Macron, président de la République, est le chef des armées, donc il fait une annonce sur ce qu'on peut considérer, même si le terme est abusif, de domaine réservé. Pour autant, la situation politique actuelle rappelle combien, en fait, la décision est entre les mains du Parlement, à la fois pour voter cette loi, rétablissant ou établissant un service national volontaire, et ensuite, tout simplement, pour voter le budget. Donc, il y a quand même une très forte incertitude, et les parlementaires qui n'avaient pas été consultés dans cette proposition vont avoir l'occasion ici de se prononcer, et il est possible qu'on ait un débat intéressant et peut-être surprenant. Dans les objectifs affichés par Emmanuel Macron, il y a, je cite, « renforcer le pacte noué entre la nation et notre armée », dans les objectifs qui découlent de ce nouveau service national. Il y a un décalage aujourd'hui, Maxime Launay, entre les Français et l'armée? Alors, en fait, c'est une évolution, là je prends ma casquette d'historien, qui est très ancienne. Depuis la fin des guerres de décolonisation, donc l'Indochine et l'Algérie, il y a une tendance à la civilianisation de la société française, mais en fait des sociétés développées, je dirais, pour l'Europe, si bien que vous avez de moins en moins de militaires dans la société. Par exemple, en 1962, fin de la guerre d'Algérie, pour 100 actifs, vous aviez 6 militaires. Aujourd'hui, en 2025, pour 100 actifs, vous avez 0,9 militaires. Ah oui. Il y a eu une fermeture très importante des bases militaires. Aujourd'hui, on a des déserts militaires comme il existe des déserts médicaux. Donc oui, il y a une moindre reconnaissance de cette institution dans notre population, mais c'est une tendance de fond, je dirais. Mais malgré tout, alors est-ce que ça a été étudié à travers des sondages? Est-ce que les Français ont plutôt une bonne image de leur armée? Je sais que, par exemple, ils n'ont pas forcément une très bonne image de la police aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas pour l'armée ou pas forcément? Alors, en fait, c'est tout le paradoxe, c'est qu'à la fois, les enquêtes d'opinion, de façon très régulière depuis des décennies, montrent une armée non seulement populaire, mais avec un niveau de confiance très élevé, parmi les plus élevés dans les institutions françaises. Et en même temps, on sent que cette popularité ne veut pas dire une bonne connaissance de l'institution. Le retour du service militaire, c'est tendance, et excusez-moi l'expression, en ce moment en Europe, retour du service obligatoire en Suède, en Lettonie, en Lituanie, en Croatie. On l'a appris il y a peu, l'Allemagne vient aussi de ressusciter le service militaire, alors je précise volontaire en Allemagne, payé 2600 € bruts mensuels. Est-ce qu'il faut attendre à ce qu'il y ait d'autres pays qui suivent? Et puis ensuite, on va faire un petit point peut-être sur l'Allemagne parce que c'est intéressant. Déjà, en Europe, il y a pas mal de pays qui avaient conservé le service militaire obligatoire, comme le Danemark, la Finlande, la Norvège, l'Estonie, ou encore la Grèce et Chypre. Donc, et puis il y a les pays qui jouxtent, qui ont une frontière commune avec la Russie, qui, eux, sont extrêmement vigilants et actifs sur ce plan-là. Donc, voilà, oui, il y a une tendance de fond, en tout cas, qui se réveille dans le contexte géopolitique. Parce que c'est la secousse de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Europe, tout d'un coup, s'est dit finalement, on peut avoir la guerre sur notre territoire. Et les Européens, pour la première fois, eux qui n'ont jamais réussi à faire l'Europe de la défense, et je ne sais pas s'ils y arriveront un jour, et je ne sais pas s'il faut le souhaiter, se sont tous mobilisés. Enfin, c'était quand même assez étonnant et positif. Petite parenthèse sur l'Allemagne, Maxime Launay, 2600 € bruts par mois. Nous, on est à 800 € bruts par mois. Alors, je souris, mais l'écart paraît complètement dingue. Oui, il est en fait le reflet d'un investissement de la part de l'Allemagne dans son outil militaire beaucoup plus important que le nôtre, parce que, tout simplement, c'est un pays qui est beaucoup moins endetté que nous ne le sommes, et surtout, il part de beaucoup plus bas et de beaucoup plus loin que nous. C'est-à-dire que la démilitarisation, si on veut la voir à l'œuvre ces dernières décennies, elle était en Allemagne. Et donc, cet effort, il est aussi pour attirer une population jeune qui est largement imprégnée de pacifisme, beaucoup plus que la France. Et je crois que c'est aussi un produit d'appel, d'une certaine manière. Désolé de parler comme ça, mais je pense que ça correspond à cette jeunesse. Je ferai remarquer tout de même que le Bundestag a voté ce service national volontaire le 5 décembre dernier. Le jour même, il y avait plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui manifestaient partout en Allemagne contre cette loi. Oui, et je précise qu'on enregistre cet épisode le 9 décembre, et effectivement, l'actualité peut changer d'ici là. Retour en France. La classe politique, elle pense quoi dans l'ensemble du retour de ce service militaire? Écoutez, j'ai retrouvé une archive qui date de 2019. France 2 interrogeait des hommes politiques sur leur propre service militaire, ce qu'ils en retenaient. Réponse d'Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Olivier Faure. Écoutez et puis on en parle. Je ne savais pas très bien à quoi m'attendre, mais j'ai pas été déçu. On m'a coupé les cheveux. À l'époque, j'en avais beaucoup plus. Et puis habillé en vert. Et puis c'était un autre monde, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, on se levait tôt, on mangeait tôt, on faisait tout tôt. Vous connaissez le dicton, il est très vrai. Dans l'armée, on se lève, on ne fait rien, mais on se lève tôt pour le faire. Je n'ai pas eu le sentiment
d'y apprendre beaucoup et le sentiment de ne perdre beaucoup de temps. J'étais assez impatient à l'idée de finir. Grosso modo, on comprend entre les lignes qu'ils trouvaient que ça ne servait pas à grand-chose. Ce qui est d'ailleurs assez cocasse, c'est que 2 d'entre eux ont été membres du gouvernement sous Emmanuel Macron. Et je rajoute cette info, Emmanuel Macron n'a pas fait son service militaire, il était trop jeune. Est-ce que le président de la République il ne surestime pas un peu l'intérêt du service militaire ? On voit que le président de la République, à peine élu, a été faire la tournée des popotes, enfiler des combinaisons de soit d'aviateurs, soit de marins. Je ne sais pas s'il surestime. De toute façon, je vous dis, il y a cette histoire de creux démographique qui va arriver. Il y a quand même un réarmement de l'Europe, des pays européens global. Je pense qu'il ne faut pas négliger quand même cette piste-là. Maxime Launay. La piste qui avait été proposée par Emmanuel Macron en 2017 et mise en application à partir de 2019, on en a parlé, c'était le service national universel. Il l'a beaucoup soutenu en devers les critiques nombreuses. Oui, c'était son projet, c'était un peu... C'était absolument son projet et il n'a pas convaincu pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'efficacité, parce qu'il y avait une sorte de mélange des genres entre dispositifs civiques et citoyens et dispositifs qui se voulaient au départ militaires, mais finalement qui ne l'a pas du tout été. Et donc je crois que voyant l'évolution, vouloir reprendre aussi la main, je pense, d'une certaine façon, sur la situation politique à travers une proposition a priori assez consensuelle dans l'opinion. C'était aussi une façon de donner un dernier marqueur pour un quinquennat qui tout de même a une coloration kaki très forte. Rappelons tout de même qu'entre 2017 et 2027, si la trajectoire budgétaire se confirme, le budget des armées aura doublé, ce qui est inédit dans l'histoire de la Ve République. Donc, on peut être... plus optimiste pour ce nouveau service national militaire volontaire, parce qu'on l'entendait former des jeunes aux techniques de combat, d'accord, mais en fait, être un militaire opérationnel aujourd'hui, c'est avant tout être un expert. À l'époque, dans les années 90, on l'entendait, le brassage social, finalement, était pas si efficace, voire plus du tout efficace. On a entendu les pistonnés, ceux qui se faisaient réformer, etc. Est-ce qu'on peut espérer que ce nouveau service il puisse mieux marcher que celui d'antan ? Je pense que ça peut fonctionner parce que déjà c'est 10 mois, que les jeunes qui le réaliseront retrouveront après leur parcours universitaire ou d'études, que certains pourront peut-être se découvrir une vocation militaire et que ça ne peut être qu'un plus en espérant un esprit de défense ressouffle un peu sur la France. Ça dépend de la finalité qu'on lui donne véritablement. Et là, c'est toujours la question du discours. Si c'est une finalité sociale, on parle beaucoup du brassage, je pense que les espérances vont vite être déçues parce qu'aujourd'hui, l'expérience de l'histoire nous montre, mais aussi ce qu'on voit aussi dans un cadre très différent, mais en Ukraine et en Israël, dans le cadre de mobilisation générale, c'est qu'il y a toujours effectivement des phénomènes d'évitement qui existent. Si la finalité est militaire, effectivement, si le dispositif est bien pensé, ça peut fonctionner. J'ajouterais tout de même que c'est un dispositif qui s'ajoute à d'autres moyens de recrutement qui existent. Le recrutement classique dans les armées. Il y a aussi le dispositif du service militaire volontaire qui existe, du service militaire adapté en Outre-mer. Donc il faudra voir comment l'ensemble de ces filières de recrutement marchent en symbiose et non pas en concurrence. Le retour du service militaire pour 2026, à quoi ressemblera-t-il et pourquoi faire ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Aude Leroy, grand reporter spécialiste des questions de défense, et vous, Maxime Launay, historien, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, partenaire, je le précise, de l'université Panthéon-Assas. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.